commencer à donner la parole à Julien Tell par rapport à cet exposé sur surtout cette enquête qui a été menée depuis un certain temps, et je trouve que c'était quand même méritant et puis surtout important pour nous tous pour comprendre les enjeux et comment on arrive à traficoter, ça c'est mon terme, à essayer d'avoir une crédibilité sur cette soi-disant intervention de la démocratie avec des bombes. Merci. Tiens, Julien. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je m'appelle Julien Tell, je suis le directeur adjoint du Centre pour l'étude sur l'interventionnisme, qui est donc un nouvel institut basé à Paris et qui est dévoué à l'étude en fait des aspects factuels de l'interventionnisme, de l'ingérence à la fois politique, militaire, mais aussi judiciaire, donc qui va être l'aspect dont je vais parler aujourd'hui. Mais je vais d'abord introduire, avant de parler de trois résolutions en particulier, je vais introduire notre position par rapport à l'interventionnisme judiciaire, puisque c'est un problème que nous avons déjà rencontré auparavant. Alors en fait, nous partons du principe que la justice internationale est devenue une pierre angulaire de l'interventionnisme et de l'ingérence contemporain. Et c'est même un des aspects les plus originaux. Pourquoi ? Parce que des tribunaux internationaux ont été créés pour l'ex-Yougoslavie en 1993 et pour le Rwanda en 1994. Dans le cas yougoslave, et à l'inverse de la volonté de la République fédérale de Yougoslavie elle-même, il a été déclaré que par le gouvernement, il a été déclaré que cette pratique était une intrusion juridique manifeste à laquelle elle n'avait jamais consenti. Et la Croatie et la Bosnie, qui avaient envoyé des représentants au Conseil de sécurité, que ce dernier ayant voté la résolution qui a créé le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pensaient ne jamais être soumis à ce tribunal eux-mêmes. Ils pensaient que seuls les Serbes seraient concernés. Mais depuis que ces deux tribunaux ad hoc ont été créés, il y a une prolifération d'autres tribunaux pénaux internationaux, dont le plus important est évidemment la CPI, la Cour pénale internationale, dont l'idée a germé grâce à ces deux tribunaux ad hoc qui avaient été créés auparavant. Donc ces tribunaux, en fait, entendent proclamer une sorte de justice internationale, mais en réalité, il ne s'agit pas d'une justice de coopération des nations, puisqu'il y a déjà une Cour internationale de justice, mais il s'agit bien d'une justice supranationale qui va décider, en fait, de juger des gouvernements et des dirigeants en contradiction contraire avec les principes élémentaires de la Charte des Nations Unies. Donc déjà, c'est pour dire que ce qui se passe en Libye, ce dont je vais parler, est une répétition de ce qui a déjà existé auparavant. Donc en ce qui concerne la Libye, je vais vous parler de trois résolutions. Donc il y en a deux que vous connaissez nécessairement, c'est la résolution 1970 et la résolution 1973 du Conseil de sécurité, qui sont les résolutions qui ont mené à l'intervention militaire, mais également au mandat d'arrêt lancé contre Mouammar Kadhafi, son fils et Abdallah al-Senussi. Et il s'avère qu'en réalité, il y a une troisième résolution qui me semble plus importante et qui me semble être le bon angle d'attaque, de mon point de vue. C'est la résolution qui a exclu la Libye du Conseil des droits de l'homme, puisque tout part de ce point-là. Alors cette résolution, qui a exclu la Libye du Conseil des droits de l'homme, la Jamaïria libyenne, c'est la résolution 65-265, pour ceux qui veulent noter et la consulter, et elle stipule en fait que la Jamaïria arabe libyenne est désormais interdite de siéger au Conseil des droits de l'homme. Alors, là, on ne peut pas parler de violation du droit international, mais on peut parler de fraude manifeste. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'au début de l'année 2011, le secrétaire général de la Ligue libyenne des droits de l'homme, qui est une ONG rattachée à la FIDH, un certain monsieur Slimane Bouchouidir, qui depuis a été d'ailleurs nommé ambassadeur de Libye en Suisse, eh bien ce monsieur a fait un discours à la session spéciale du Conseil des droits de l'homme qui a été convenue en février 2011, le 25 février 2011. Et sa Ligue est une organisation membre d'une campagne qui a été menée auparavant par des agences gouvernementales américaines, françaises et d'autres organisations afin d'exclure la Libye du Conseil, ce qui s'est évidemment produit en mars, d'où cette résolution dont je parle. Et ce qui est très important, c'est que c'est sur la base du discours de ce monsieur que le Conseil de sécurité a référé le cas libyen à la Cour pénale internationale et que l'Assemblée générale a exclu la Libye du Conseil des droits de l'homme. Et le Conseil de sécurité a ensuite autorisé l'usage de la force contre la Libye. Mais lorsque j'ai interviewé ce monsieur Slimane Bouchouidir au mois de juillet 2011, donc 5 mois après ces allégations, il a lui-même admis que ces déclarations n'étaient basées sur aucune preuve. De plus, le Conseil des droits de l'homme n'a même pas respecté ses propres procédures.
Parce qu'il n'a pas, en fait, décidé ceci sur la base d'une procédure légale qui est l'examen périodique universel, qui est une procédure qui fait qu'on revoit régulièrement les conditions des droits de l'homme dans les pays. Donc ça a été fait pour la Libye, et ceci a été complètement mis de côté. Et cette résolution, enfin ce rapport sur la Libye qui est complètement positif, qui engage, donc je dis pas, moi j'ai pas de point de vue à donner sur Mouammar Kadhafi, mais ce rapport en tout cas dit que le régime libyen n'était pas du tout criminel, etc. Et ce rapport a été adopté hier. Donc pendant un an, on a mis ce rapport de côté. Hier, il a été adopté, donc c'est une sorte de victoire quand même pour certains pays non alignés qui ont défendu ce rapport jusqu'au bout. Mais il avait été, jusqu'à présent, repoussé, ce qui avait permis d'exclure la Libye du Conseil des droits de l'homme et d'entreprendre toutes ces procédures. Donc voilà le premier point, qui est à mon avis l'angle sous lequel il est important d'attaquer. Parce que les autres résolutions dont je vais parler, qui sont les résolutions 1970 et 1973, sont finalement des choses qu'on rencontre sempiternellement. Et essayer d'attaquer sur ces aspects-là du Conseil de sécurité, c'est, à mon avis, très difficile. Alors, je vais reprendre en grande partie ce qu'avait dit Hans Köchler, qui est président de l'International Progress Organization et professeur à l'université d'Innsbruck. Je crois que c'est aux Pays-Bas. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Non, c'est en Autriche, excusez-moi. Donc, il a parlé de deux aspects qui sont, à mon avis, des aspects essentiels. C'est premièrement la légalité du renvoi de la situation en Libye à la Cour pénale internationale et la légalité du mandat d'arrêt lui-même. Alors, à ce jour, le Conseil de sécurité a renvoyé deux situations à la CPI. La situation au Soudan et la situation en Libye. Cependant, la base juridique du renvoi soulève un certain nombre de questions, et voire même des problèmes graves qui remettent en cause la légitimité de ces procédures. Notamment, le droit pour le Conseil de sécurité de renvoyer des situations à la Cour pénale internationale ne se trouve nulle part dans la Charte des Nations Unies. Ce droit est accordé au Conseil par un autre instrument international, en l'occurrence le statut de la Cour pénale internationale. Mais ce fait n'a strictement aucune importance pour les États qui n'ont pas signé ce traité. Si les États n'ont pas signé ce traité, ils n'ont aucune raison de se soumettre à ces règles. En l'occurrence, la Libye n'a jamais signé ce traité. Les États-Unis non plus n'ont jamais signé ce traité. La France a signé une partie, mais n'a jamais ratifié l'intégralité. Donc, il y a un véritable problème sur la manière dont on utilise la Cour pénale internationale aujourd'hui pour lancer des mandats d'arrêt envers des dirigeants qui n'ont pas ratifié les traités. En outre, il y a des lacunes considérables dans la base juridique des activités du Conseil de sécurité pour ces renvois. Parce que cette base juridique, elle n'est pas réglementée du tout. Il y a strictement aucun texte qui réglemente tout ça. Donc, quels sont les critères pour ces renvois ? C'est la question qu'on devrait se poser. Quelles en sont les bases factuelles ? Quels faits le Conseil a-t-il examiné ? Pourquoi le Conseil ne nous les présente-t-il pas ? Donc il est évident que le Conseil de sécurité des Nations Unies a outrepassé ses pouvoirs en renvoyant ces situations, qu'il n'y a aucune obligation de donner suite à une résolution qui n'a pas été prise selon les termes explicites de la Charte des Nations Unies. Et donc, de ce point de vue, les États membres de l'ONU n'ont aucune obligation de se conformer à cette disposition de la résolution 73, donc les mandats d'arrêt internationaux. Et il n'existe aucun devoir de tous les États à coopérer avec la CPI, comme c'est stipulé pourtant dans cette résolution. Donc, et d'autant plus pour les États qui ne sont pas signataires de la CPI. C'est à l'interprétation de chacun. Il n'y a pas de police internationale pour aller arrêter ces dirigeants, donc il n'y a pas d'obligation. Donc déjà, le premier point sur ces mandats d'arrêt. Ensuite, le deuxième point, c'est sur l'aspect militaire. Ces fameuses zones d'exclusion aérienne. Alors, la résolution 73 déclare qu'il y aurait des zones d'exclusion aérienne sur le territoire de la Libye. Mais encore une fois, quelles sont les bases légales et juridiques pour une telle action ? Quand est-ce que la Charte des Nations Unies a autorisé la fermeture de l'espace aérien d'un État souverain ? Donc, dans certains cas passés, comme au Rwanda ou en ex-Yougoslavie, les résolutions du Conseil de sécurité ont déclaré que le Conseil agit en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui est une sorte de couverture qu'ils utilisent bien souvent. Mais seulement, quand on stipule ce genre de choses, il faut expliquer sur quelle base d'articles spécifiques et de paragraphes spécifiques de chapitres, à quoi on se réfère. Or, dans ces résolutions, sur la création des tribunaux, sur la zone d'exclusion aérienne, on ne trouve aucune référence précise à tel ou tel alinéa. Pourquoi ? Est-ce que c'est un hasard ? Moi, je pense pas. Je pense que c'est une fraude, encore une fois, parce qu'en réalité, le Conseil de sécurité, il est incapable de se référer à des provisions précises, tout simplement parce qu'elles n'existent pas. Donc, ces résolutions violent le principe de souveraineté des États membres de l'ONU, car l'espace aérien fait partie du territoire souverain d'un État.
Et dans l'article 2 de la Charte des Nations Unies, il est stipulé que tout ce qui est au regard d'un territoire et d'un État souverain est sous la juridiction de cet État. Le Conseil de sécurité n'a pas autorité pour intervenir à ce niveau-là. Il en est de même pour les normes des traités internationaux du droit aérien international, puisque là on parle de zone d'exclusion aérienne, mais il y a un droit aérien international. Jamais rien de ce qui n'est contenu dans ce droit aérien international n'autorise ce genre de choses non plus. Donc, autrement dit, le Conseil de sécurité autorise, entre guillemets, quiconque à abattre des avions libyens sur son propre territoire aussi. Le paragraphe 17 de la résolution exige que les États membres de l'ONU interdisent aux avions libyens d'atterrir sur leur territoire. Mais c'est criminel de dire des choses comme ça. Comment cette disposition peut être compatible avec les objectifs d'un certain nombre de traités internationaux de l'aviation internationale, sachant qu'en violation de ces traités, les États seraient obligés de refuser à un avion en provenance de la Libye le droit d'atterrir même s'il n'a pas assez de carburant pour aller ailleurs? Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça voudrait dire que la résolution en elle-même exige la destruction des avions libyens. Et ça, c'est complètement impossible. Enfin, c'est à l'interprétation de chacun, encore une fois, mais on ne peut pas exiger ce genre de choses. Et pourtant, le 18 avril 2011, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et plus tard le président des États-Unis, Barack Obama, ont déclaré que les soi-disant révolutions de l'Afrique du Nord étaient un modèle pour les changements dans d'autres pays. Mais ça signifie que notre discussion que nous avons aujourd'hui, ça ne concerne pas seulement l'histoire de l'État ruiné de la Libye, mais aussi à l'avenir d'autres États, et même du monde entier. Si le même modèle est appliqué par exemple à la Syrie, ça signifierait qu'un autre État souverain serait détruit et que des milliers de personnes seraient tuées, au nom de principes qui sont aucunement contenus dans la Charte des Nations Unies. Donc je vais finir là, mais c'était juste pour rappeler que le droit est de notre côté, dans une grande mesure, et qu'il est très important que nous pensions à réagir sur ces aspects-là, donc contre l'ingérence de l'interventionnisme, et bon, puisque c'est le nom du collectif, pas en notre nom, puisque nous sommes français, comment se fait-il que la France, aux côtés de l'OTAN, s'engage dans des procédures de ce type, alors qu'elles sont aucunement autorisées par la Charte des Nations Unies? Voilà, c'est ce que je voulais dire.